Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast dédié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous allons explorer les différents aspects de cet événement mondial, ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le troisième podcast de notre série. Le but est d'évoquer les Jeux Olympiques de Paris 2024 et plus particulièrement des moyens publics au service d'intérêts privés. Rappelons-nous les conditions de la candidature de Paris. En effet, s'il est revenu à Paris l'opportunité ou pas de candidater et d'organiser les Jeux de Paris en 2024, mais également à ceux de 2028, il faut se remettre dans le contexte pour lequel le CIO lance un appel d'offres. En réalité, plusieurs villes étaient candidates, dont Paris, mais également Rome, Budapest et Los Angeles. Finalement, Paris se retrouva tout seul, parce que Rome et Budapest décidèrent de consulter les populations. Ils demandèrent aux citoyennes et les citoyens et ils refusèrent la participation à l'appel d'offres du CIO pour l'organisation des Jeux en 2024. Paris, en fait, sauva la mise du CIO, puisque Los Angeles dit non pour 2024 et accepta d'aller sur 2028. Les Américains et Los Angeles firent le choix de sauter sur 2028 pour avoir le temps de préparer et notamment de lisser les coûts de production de cet événement. Paris, seule candidature en 2017, ne disposait alors que de 7 années pour réaliser tous les chantiers, alors que l'on sait que le bon sens nous apprend que quand on veut aller vite, pour construire des lignes de métro, des stades et toutes les infrastructures, cela coûte bien plus cher. Ce qui devient extrêmement intéressant, à ce moment-là, montre que le comité de candidature n'a entrepris aucune démarche afin de créer un rapport de force venant de la part de la candidature française. On aurait pu imaginer que, étant le seul candidat, le comité de candidature français à l'époque imposerait ses propres conditions au CIO, notamment pour revoir l'envergure de l'événement et repenser les questions de fiscalité. Mais il n'en est rien. C'est parce que le siège du CIO se trouve en Suisse, en tant qu'organisation qui ne paie pas d'impôts, comme cela avait été le cas pour l'Euro de football en 2000 et en 2016. Il s'agit d'un trait commun à toutes ces organisations internationales qui créent les conditions pour payer le moins d'impôts possible quand ils organisent des événements. Ce volet financier public n'a pas été engagé. Il n'était pas dans la réflexion et dans le rapport de force qui aurait pu être engagé. Plutôt favorable à la France en tant que candidature unique. Je cite un article du Monde. Dans le projet de loi de finances pour 2024, le montant des pertes de recettes fiscales figurant au regard de la mission sport est évalué à 82 millions d'euros. L'Euro de football en 2016 s'était traduit par une perte de recettes fiscales de 65,1 millions d'euros selon les chiffres gouvernementaux. Fin de citation. Revenons sur la genèse du projet qui s'initia à partir d'une étude d'impact. Celle-ci, réalisée par un cabinet de gestion en organisation d'événements sportifs très peu connu du grand public, puisque créé en 2008 par des professionnels dans l'organisation d'événements, il faut comprendre qu'il s'agit d'un tout petit milieu. Seulement quelques acteurs qui se déploient sur les différents événements sportifs, comme les Coupes du Monde de football et de rugby, et les Championnats du Monde d'athlétisme. Sachant que du côté des fédérations internationales, la FIFA, le Comité international olympique et les autres, on retrouve aussi les mêmes acteurs qui évoluent dans ce même monde en permanence, de pays en pays. Il leur importe peu les fiascos passés. Dans tous les derniers grands événements sportifs, on note des catastrophes économiques et sociales à chaque fois. On peut voir qu'il n'existe jamais de mission indépendante de rétex, c'est-à-dire de retour d'expérience, autour de ces événements qui pourraient confirmer quelque chose de systémique derrière ces dysfonctionnements. Les promoteurs du comité de candidature rencontrèrent la mairie de Paris, à Matignon et à l'Élysée, pour dire, selon leur étude d'impact, qu'il convenait de faire les Jeux de Paris 2024 pour désenclaver la Seine-Saint-Denis et améliorer le schéma de transport en Île-de-France. La décision politique fut promulguée afin de lancer le programme des Jeux et on retrouva comme premier bénéficiaire des contrats pour la mise en œuvre du projet, porté par le comité de candidature, les promoteurs du dit comité. Ainsi, on construisit un processus d'autodésignation, parce que jamais il ne fut question de débat public pour savoir comment allait être conduit cet événement, ce qui traduisait bien des conflits d'intérêts. Aujourd'hui, il existe 4 enquêtes judiciaires ouvertes sur les questions de conflits d'intérêts au sein de Paris 2024. Les précédentes défaites, en particulier celle de Londres en 2012, provenaient de l'engagement prépondérant exercé par le pouvoir politique et les pouvoirs publics, notamment dans la mise en œuvre de ces candidatures. Un narratif hyper intéressant de la part du mouvement sportif renvoyait la responsabilité sur le rôle de l'État. Connectés avec les acteurs privés, ces parties prenantes demandèrent de leur donner la main sur la candidature et la mise en application des lieux de départ. Des notes furent transmises à Bercy pour la directrice du budget à l'époque qui s'appelait Amélie Verdier. Cette haute fonctionnaire alertait sur la place prise par le mouvement sportif, à la fois en termes de conception des politiques publiques, mais également de leur perception, en fin de compte, de leur propre intérêt. Certes,
Il s'agissait de juste donner vie à un événement sportif, en apparence qui répondrait aux objectifs visés. Néanmoins, lors de la période de préparation des Jeux Olympiques, l'aspect sportif demeura marginal et constituait la garantie de bénéficier des retombées financières. Toute l'intention conduit à cette captation somptuaire par le mouvement sportif et par quelques acteurs de l'événementiel sportif, polarisés autour de l'organisation de cet événement dans leur seul intérêt. Si on replace cet événement international, mobilisant des ressources publiques pour plusieurs milliards d'euros, en comparaison et au détriment d'autres projets, est-il possible de poser la question sur le processus démocratique de la prise de décision concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Je pose cette question parce qu'il me semble que le sport exprime une pratique culturelle qui en général constitue un bien public, au service de l'intérêt général. Ainsi, l'engagement par les autorités publiques de fonds provenant des collectivités exigerait de valoriser les différentes valeurs d'usage, comme les valeurs d'utilité sociale, économique et environnementale, et non la seule valeur d'échange. Pendant la période précédant l'événement lui-même, a prédominé pendant plusieurs années un discours politique enthousiaste, volontariste, centré sur le sport. Je cite « Cela va être super, un beau spectacle », fin de citation, avec des Français qui gagneront des médailles selon les objectifs présidentiels. Les organisateurs ajoutaient les nombreuses répercussions positives pour le territoire, pour l'image de la France et pour les quartiers concernés par les épreuves. Ce discours a prévalu pendant très longtemps. On n'a pas vu de responsables politiques s'opposer fortement à ce discours. On n'a pas vu de mouvement pour protestataires. On n'a pas attendu pendant des mois d'opposants à ce discours et sur la question du choix démocratique qui se posait. Il n'y a pas eu de débat démocratique. Se posera la question médiatique. Comment les médias souhaiteront ou pas répercuter, retranscrire ces sentiments ambivalents vis-à-vis des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Cependant, il se trouve que la plupart des médias soient détenus par des actionnaires directs qui ont intérêt dans les Jeux, comme Les Échos, Le Parisien ou encore LVMH. Ils sont soit dépendants de publicité d'acteurs et vont engager beaucoup d'argent pour vanter leur participation en tant que sponsor à ces Jeux. Pour terminer le tableau, le service public audiovisuel, lui-même partenaire officiel de l'événement, devra s'engager. Au-delà des commentaires extraordinaires, fabuleux, fantastiques ou sensationnels, à aborder les aspects critiques de cet événement, de lutter pour un service d'information publique indépendant et équilibré. Ou alors, il devra démontrer ses connivences avec les acteurs économiques et oublier son rôle d'informateur objectif et désintéressé. Sinon, ce réseau médiatique ne représentera plus un service public, mais deviendra et se transformera en mégaphone pour le COJOP, les sponsors et le gouvernement. Le sport, en tant que pratique sportive désintéressée, n'existe plus. Ou alors, il n'existe que pour des raisons économiques. Les seules choses qui subsistent illustrent les bavardages sur le bavardage sportif. Le bavardage sur le bavardage des médias sportifs constitue un acte sportif avec toutes ses règles. Il suffit pour se rendre compte d'écouter toutes ces émissions de radio, de regarder toutes celles des chaînes télévisuelles sportives chaque jour, dans lesquelles on agit comme si les citoyens, des soi-disant journalistes, et des, je cite, experts, fin de citation, rassemblés sur une foire aux animaux ou dans un salon de coiffure échangeaient leur verbiage sportif.